Moi, je sortais d'un groupe où, en l'espace de 3 ans, on était passé de 20 à 60 magasins en France, on commençait à faire de la pub télé, tout était processé. Et pour moi, en fait, qui avait vécu que cette première expérience, je pensais que toutes les entreprises de France étaient comme ça. Et Que nenni. c'est ça. Et donc, la réalité, c'est que je suis rentré dans une entreprise où il n'y avait rien. On m'a donné une carte de visite, un catalogue. On m'a dit, tiens, tu vas passer 3 jours avec le magasinier, tu vas prendre les produits et tu vas aller sur le terrain, tu connaîtras tout. Et c'est aussi quelque chose qui m'a fait dire, bon, si Gensien, tu as des choix à faire pour ta boîte, essaye de faire des choix en occultant le prix. Et en te disant, tiens, voilà, tu compares les solutions. Si tu abandonnes la grille tarifaire, lequel tu choisis? Et du coup, on a choisi à cette époque-là, en fait, Dato RMN, parce que sur le papier, en fait, ça faisait tout ce que les autres ne faisaient pas, ou en tout cas mieux, quoi. Bonjour Gensien, merci de nous retrouver pour ce premier épisode du podcast PMSP. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi Thomas, c'est vraiment un plaisir. Et puis de savoir que je suis le premier, encore plus. Donc, c'est un honneur, c'est un honneur. Exactement. Alors, les Gensien Rowe de la société Power IT, basée à Avignon. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta société à l'origine? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que j'avais un besoin, en tout cas, d'être libre. Avant de créer ma boîte, en fait, j'étais salarié d'une structure, j'avais des responsabilités. Et je pense que j'étais dans un moment de ma carrière où la dynamique de l'entreprise dans laquelle j'étais n'était pas alignée avec les valeurs, en tout cas, que j'avais envie de défendre en termes de service client, d'accompagnement. Et quand on est sur des postes de ce type-là et qu'on a des gens à accompagner, à manager, à coacher, c'est difficile de faire sa mission correctement quand on a le sentiment que notre valeur, le courant de notre valeur, en tout cas, va dans l'autre sens. Et travailler à contre-courant, voilà, c'est jamais aligné. Donc, à ce moment-là, je travaillais déjà énormément. Je pensais que j'étais au maximum déjà, que ça allait être dur de faire plus. Puis ma femme m'a fait réaliser que je travaillais trop pour pas attirer de plaisir. Et puis le Covid est passé par là. Et puis en fait, j'ai écouté la voix de ma femme qui m'a peut-être aussi amené à cet élément que j'avais pas en termes de confiance pour passer le pas. Et puis, l'aventure Power IT est née de ça. C'est-à-dire, quitte à me lancer, quitte à redémarrer d'une feuille blanche, autant le faire avec les meilleures pratiques possibles, la meilleure logique possible. Et donc, l'ambition est née de ça. T'es de quelle formation à la base? T'as fait quoi comme Alors moi, j'ai fait j'ai fait un BEP électronique. Ensuite, parce qu'à l'époque, les formations en informatique ne débutaient qu'à partir du bac. Alors, pour même aller avant, en fait, à la base, j'étais quasi échec scolaire au collège. Et grâce à une gifle de ma mère qui est sortie d'une réunion avec ma prof principale, elle est sortie au moment où c'était la récréation. Et je le dis parce que ma mère m'a jamais mis de gifle, hormis cette fois-là dans ma vie, une gifle devant tout le monde. Wow. Et en fait, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je me ressaisisse. J'avais 7 de moyenne. Et en gros, la prof principale lui a dit, bon là, soit il continue et ça va être très compliqué même pour lui en CAP, soit il faut qu'il se ressaisisse et il aura peut-être une chance de rentrer en BEP. Donc du coup, elle m'a aidé à trouver en fait une formation BEP électronique, parce que j'étais passionné d'informatique depuis qu'elle m'avait offert en fait mon premier ordinateur à l'âge de 10 ans, quoi. Et du coup, j'ai fait un BEP électronique. J'ai eu une pneumonie pendant le BEP électronique. Ça a été une période assez compliquée parce que j'étais déscolarisé pendant 3 mois. J'ai réussi quand même à passer un rattrapage des contrôles en cours de formation parce que le lycée m'a permis de le faire avec d'autres examens que ceux qui avaient été passés. Et puis, j'ai obtenu mon BEP. J'ai continué sur une première année de bac pro MRIM, informatique et réseau. Et là, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une boîte qui faisait un peu d'informatique, un peu de bureautique. Et à ce moment-là, j'ai vu un contraste. Alors, je vais peut-être choquer les informaticiens qui nous écouteront, mais j'ai vu un contraste entre
les profils techniques et les profils commerciaux. Et les profils techniques, en fait, ils étaient en bad parce qu'à chaque fois, ils déployaient des solutions et puis ils étaient obligés de revenir dessus une semaine après parce que c'était le chaos, parce que les, les utilisateurs avaient foutu le bordel, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas un moyen de restreindre les choses. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment on pouvait manager un serveur Active Directory, mettre en place en tout cas des choses qui permettraient de faire les choses mais bien, pour éviter que justement que les utilisateurs aient trop de droits. Et puis mine de rien, j'avais quand même ce truc pendant ces stages-là de me dire ouais, mais les commerciaux, ils ont l'air de kiffer. Et puis j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, le fait de me réorienter à ce moment-là, ça a pris du sens pour moi parce que je me suis dit, tu vas peut-être t'exercer à construire en tout cas une autre version de toi grâce à la vente qui va te mettre à l'épreuve. Donc à cette époque-là, ma maman, en fait, mon papa nous avait abandonnés, ma mère, ma sœur et moi, et ma maman était licenciée économique. J'étais dans un lycée privé. Et même si on était boursier, elle n'avait pas les moyens. Je commençais à avoir l'âge quasiment de la majorité. Il fallait que je m'assume financièrement. Donc j'ai abandonné les études en informatique et j'ai repris un parcours en alternance en commerce. Alors j'aurais aimé pouvoir le faire en technique et prendre peut-être une filiale commerciale après. Mais à cette époque-là, les formations en alternance n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui en informatique. Il y en avait très peu et il fallait se déplacer. Alors déjà que je n'avais pas les moyens, ce n'était pas possible. Donc du coup, j'ai repris un bac pro, mais en commerce. J'ai fait 2 ans de bac pro commerce, un BTS commerce, et puis je rêvais de faire une école de commerce. Mais voilà, le sacrifice de faire peut-être une prépa, de se lancer dans un programme où il allait falloir bosser à côté pour financer ça. Puis c'est un prof en fait qui m'a aidé à prendre cette décision-là et qui m'a dit, écoute, pour moi, vu le profil que tu as, il faut que tu te lances dans l'opérationnel, il faut que tu débutes ta carrière. Et t'inquiète pas, si tu veux plus tard reprendre un cursus scolaire, tu pourras. Si tu as besoin absolument dans ton parcours d'avoir des diplômes. Et finalement, je me suis rendu à l'évidence. J'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Alors, je croise pas mal de gens qui reprennent leurs études à 40 ans, 50 ans et qui passent des diplômes. Et je me dis que peut-être je le ferai demain, mais voilà, j'ai un BTS. Sympa comme histoire. Ouais. Merci. Sommet d'embûches et de rebonds. Exactement. Ouais. C'était quoi ton premier ordinateur, du coup, que tu as eu? C'était un PC avec Windows Millennium. Voilà, c'était un PC ouais. assemblé avec Windows Millennium. Et c'était dans la transition avec Windows 2000. Oui, c'était le Windows un peu maudit, le Millennium. Ouais. C'est ça. Et j'ai découvert à l'époque, parce que j'ai assemblé le PC, parce qu'on m'avait acheté les composants, et du coup, j'ai assemblé le PC moi-même, je l'ai formaté moi-même, etc. Et puis j'ai noué des contacts avec la MJC du village dans lequel j'étais à l'époque. Et on m'a fait découvrir aussi Windows 2000. Donc j'avais vu qu'il était plus stable d'ailleurs, qu'il y avait pas mal de choses. Voilà. Et puis passé par là aussi, ouais, c'est clair. Voilà. Windows 2000, c'était... C'est ça, c'était pas la même chose que Millennium. Et donc, du coup, j'étais revenu sur une version Windows 2000. J'ai découvert en fait les premières pratiques de l'informatique avec ça. Et d'ailleurs, Windows 2000, c'était un OS professionnel en fait. Oui. Qui n'était pas grand public. Ouais. Tout à fait. Le successeur de NT4. Ouais. Que j'ai pas connu pour le coup. Ah ouais. Moi, j'ai eu mon premier... j'ai eu des Thomson avant. Je pense que mon premier ordi, c'était un MO5. Et après, on a eu un TO16 qui était un PC sur 88, je crois. Enfin, après, j'ai monté pareil mes PC, et ainsi de suite. Mais je crois que oui. Mais ouais, moi, j'ai démarré sur MS-DOS. Ouais. Ok. C'est l'âge. C'est peut-être un avantage parce que tous ceux qui ont démarré à cette époque-là, ça force une curiosité sur les lignes de commande. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une approche de l'informatique qui est moins orientée clavier-souris, mais plus clavier. Oui, c'est vrai. Oui. Et on le sent d'ailleurs. Je me rappelle même très tôt, j'avais pris ma grand-mère était passionnée d'informatique aussi. Du coup, elle avait un PC et elle avait un logiciel pour apprendre à taper. En fait.
Mais c'était au temps du DOS, quoi. Et du coup, j'avais fait ça. Et du coup, tu apprenais à taper Dactylo, ouais. en dactylo sans regarder le clavier. Et tout. Ah, c'est cool. Ça me sert encore. Ouais. Et du coup, tu es parti dans le commerce. Après, tu as fait vraiment commerce ou tu étais quand même dans quelque chose d'un peu technico-commercial ou, Ouais, en fait, au début, il fallait payer les factures. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette expérience que j'avais vue du commerce, mais dans le milieu technique dans lequel je suis actuellement. Et forcément, mes premières activités n'ont pas été celles-ci. Donc, j'ai accepté un premier job en alternance de vendeur dans un magasin de sport, dans le village dans lequel on habitait. Après, je me suis vite rendu compte que c'était aux antipodes, en fait, ouais, l'expérience commerciale que j'avais pu voir dans le stage dans lequel j'avais été. Donc, j'ai repostulé dans cette entreprise-là. C'était un vrai parcours pour le coup. Si je peux faire la parenthèse là-dessus, c'est que j'avais toujours, en fait, j'étais toujours accroché à c'est fou ce que j'avais vu, mais il y a des commerciaux qui peuvent vendre de l'informatique. Et donc, il faut que j'arrive à me former pour accéder à ça. Donc, du coup, j'ai arrêté ce poste-là, j'ai repostulé dans cette entreprise. Ils n'ont pas voulu parce que j'avais un profil trop jeune, bac pro commerce, ça ne les intéressait pas. Donc, j'ai prospecté à l'époque peut-être plus de 300 sociétés physiquement, déposé mon CV pour essayer de trouver une alternance. Et puis, finalement, c'est la personne dans le centre de formation qui était en charge des partenariats entreprises qui m'a dit, tiens, j'ai eu une piste. Il y a une boîte qui s'appelle Cuisina Viva, qui est une entreprise née à Lyon, parce qu'on est à Lyon aujourd'hui, donc c'est rigolo des fois, le parallèle. Et en fait, à Avignon, c'était un des seuls magasins franchisés internes. L'entreprise commençait à se développer en franchise externe. Et ils m'ont pris, malgré le fait que j'étais en bac pro. Donc, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une structure. Donc, il y a des process, un vrai cursus de formation interne. Ça m'a éduqué aux premières méthodes de vente avec un vrai accompagnement. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu mes premières armes sur la formation commerciale. Et je remercie cette société-là, finalement, de m'avoir laissé cette chance-là, parce que ça m'a permis d'identifier, en fait, quels étaient les impératifs à mener, à la fois dans la gestion d'une entreprise, dans le fait qu'une formation, c'est importante, qu'au-delà d'une formation, donner un support. Ça permet aux gens aussi de pouvoir se remettre sur le support après. Il y a plein de choses, en tout cas, qui m'ont marqué dans mon parcours chez eux. Et après 3 ans, je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, tu as ton diplôme, tu as ton BTS. Donc, j'ai fait 1 an de bac pro textile, 1 an de bac pro chez eux et 2 ans de BTS. Et à l'issue de ce BTS-là, je me suis dit, bon, là, Jean-Sien, ça serait bien maintenant de goûter à autre chose. Donc, j'ai fait une première expérience de commercial terrain, parce que dans une entreprise comme celle-ci, c'était bien parce qu'il y a de l'accueil en magasin, on pouvait conseiller le client. En plus, l'avantage de ce modèle-là de cuisinistes comme Aviva, Xina, etc., c'est que c'était des cuisinistes les premiers à ne pas faire de remise. Donc ça cassait l'image du cuisiniste traditionnel qui faisait... Tu fais le double du prix. Voilà, avec le chef des ventes qui arrive, avec un joli dessin. Ça doit être quand même une bonne école de commerce, les cuisinistes, je pense. Ouais, et puis en plus, tout est drivé avec des statistiques. C'est-à-dire qu'on compte combien il y a eu d'entrées, combien on a pris d'entrées, combien il y a eu de conversions sur les entrées pour faire des devis, combien on a fait de devis sur les entrées, combien on a fait de ventes sur les entrées. Enfin, et ça permet d'avoir une approche assez, finalement, avec un barème de là où on se situe par rapport à d'autres. Et donc, c'est au-delà de la capacité d'argumentation, de connaître en fait ce qui est important à dire, ce qui est important à pas dire, les phases de closing dans le commerce. Donc oui, c'était, je pense, la meilleure expérience que je pouvais vivre à cet âge-là pour avoir les premières bases. Mais j'avais quand même le sentiment que de voir les gens rentrer, on parlait au café juste avant de l'acquisition de leads, mais typiquement, là, en fait, quand on est dans une entreprise comme celle-ci, qu'on est commercial, on se dit, OK, je fais des ventes, mais est-ce qu'elles viennent vraiment de moi? Parce que les gens sont venus dans le magasin, ne me connaissaient pas. Après, avec le temps, on se forge une notoriété. Il y a des clients qui nous ramènent d'autres clients. Mais c'était vraiment ce qui me manquait. De me dire, tiens,
là, ça vient de toi. Oui, d'aller chercher. Ouais. Et donc, du coup, j'ai accepté une première expérience dans les produits de fixation du bâtiment en allant chercher des clients. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment très orienté prix, où en gros, on vendait des produits de fixation d'électroportatifs. Donc, j'avais fait un grand écart. Et même si je m'étais construit un premier portefeuille client, j'avais prospecté, démarché. Et là, pour le coup, j'ai eu un vrai grand écart parce que l'entreprise dans laquelle je suis rentré pour faire ce métier-là n'avait rien à voir avec le milieu de la cuisine. C'était une TPE qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait 20 ans. Ils se croyaient les rois du pétrole. Et moi, je sortais d'un groupe où, en l'espace de 3 ans, on était passé de 20 à 60 magasins en France, commençait à faire de la pub télé, tout était processé. Et pour moi, en fait, qui avait vécu que cette première expérience, je pensais que toutes les entreprises de France étaient comme ça. Et que nenni. C'est ça. Et donc, la réalité, c'est que je suis rentré dans une entreprise où il n'y avait rien. On m'a donné une carte de visite, un catalogue. On m'a dit, tiens, tu vas passer 3 jours avec le magasinier, tu vas prendre les produits et tu vas aller sur le terrain, tu connaîtras tout. Et là, en fait, on se découvre des forces à ce moment-là, parce que quand on n'a pas de repères, il faut aller les créer. Et donc, j'ai fait, en fait, voilà, moins d'1 an. Je me suis, à ce moment-là, rendu compte que je m'étais perdu et que si j'avais commencé à faire du commerce, c'était pour une vraie volonté de vouloir distribuer quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'ai accepté de passer un entretien parce que ma femme travaillait avec la femme d'un dirigeant d'une boîte qui faisait de la bureautique. Il a voulu me rencontrer, j'ai passé un entretien. Et puis quand il a vu le nom d'un concurrent sur mon CV, en fait, où j'avais passé mes stages, il s'est mis à dire bon, là, nous, on ne fait pas du tout pareil, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il parle de cette manière-là? J'avais postulé à plusieurs reprises, donc en bac pro commerce, pour pouvoir rentrer chez eux une autre fois aussi à la fin de ma première année de bac pro commerce. Et je me suis dit, allez, je vais repostuler encore. Parce que si leurs concurrents, en fait, les craignent, finalement, il y a peut-être une porte ouverte pour moi à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, ils m'ont fermé la porte une nouvelle fois. Et puis je leur ai dit, bon, c'est pas grave. Si c'est pas avec, ça sera contre vous. Et puis ils ont rigolé. Et puis finalement, en fait, suite à ça, ils m'ont pris. J'ai fait 10 ans chez eux. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, la facette technico-commerciale. Et donc, c'était une boîte qui était majoritairement orientée bureautique. On était une petite dizaine quand je suis rentré. J'ai eu l'occasion d'être technico-commercial, chef des ventes, directeur commercial de cette entreprise. J'ai eu l'occasion d'avoir à ma charge le référencement des gammes produits informatiques, de vraiment structurer le lien entre le service commercial et le service technique, et de créer une cellule d'avant-vente, de mettre en place en fait beaucoup de choses. J'ai vécu énormément de belles choses sur 10 années, 9 années extraordinaires et une de trop, voilà, qui a été le moment où j'ai voulu partir. Quand tu es parti, ça faisait quelle taille la société où tu étais? On était 65 personnes et on faisait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, oui, donc c'était déjà une belle structure. Et tu as un peu quelque part monté l'activité informatique? Elle existait déjà, mais j'y ai, je pense en tout cas, sans m'envoyer de fleurs, énormément contribué dans sa structuration et également dans la qualité. Et donc, à ce moment-là, j'ai entendu beaucoup aussi d'échos de la part de techniciens qui me disaient c'est dommage qu'on ne vende pas plus de récurrents, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des outils qui nous permettent de faire du patch management, par exemple. Et en quittant cette entreprise pour créer Power IT, en fait, ça a résonné. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer en fait, mon premier portfolio d'outils, en recherchant en fait, des outils qui soient capables de pas faire uniquement de la supervision, mais également d'avoir cette capacité de monitorer les logiciels installés, de voir si on n'avait pas moyen de les mettre à jour automatiquement. Puis je me suis aperçu qu'on pouvait accoler ça à du scripting aussi. Et puis c'est là où des magnifiques vidéos de Thomas Bress sont arrivées devant moi, et puis et où j'ai eu l'occasion de faire les premières démonstrations et de voir Dato RMM fonctionner. Ouais.
on se dit, mais oui, c'est ça, c'est ça que je vais faire. Ouais, et puis je dois le dire aussi, hein, c'est vrai que ce qui m'a marqué aussi, parce que moi j'étais habitué à faire du commerce et à devoir argumenter. Puis on a eu l'occasion de faire une démo avec toi à l'époque et Victoria. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est bah voilà, c'est ça le prix. Et j'ai de suite demandé, bon, ok, est-ce qu'on peut avoir une remise? Non, non, c'est ça le prix. Et en fait, je me suis fait une remarque à ce moment-là, je me suis dit, ils doivent être sacrément convaincus de la qualité de leurs produits pour dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'était plus cher à l'époque, j'hésitais avec Atera. J'avais regardé Ninja RMM, mais qui n'intégrait pas de produits support. Et puis, bah, ce qui m'a convaincu, au-delà du produit, de la qualité du produit d'Atto, qui, grâce à des partenaires techniques, parce que quand j'ai créé Power IT, j'avais vraiment 0 salarié aux techniques. Et j'avais des partenaires qui m'ont aidé à sélectionner ces produits-là. Et les partenaires m'ont dit, franchement, ouais, il est plus cher, mais ça fait papa, maman, ça n'a rien à voir quand même. Donc, moi, si j'avais un choix à faire, je prendrais celui-là. Et c'est aussi quelque chose qui, peut-être un peu trop, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais m'a fait dire, bon, si Gentien, tu as des choix à faire pour ta boîte, essaye de faire des choix en occultant le prix. Et en te disant, bah, tiens, voilà, tu compares les solutions. Si tu abandonnes la grille tarifaire, lequel tu choisis? Et du coup, bah, on a choisi à cette époque-là, en fait, Dato RMM, parce que bah, sur le papier, en fait, ça faisait tout ce que les autres ne faisaient pas, ou en tout cas mieux, quoi. Oui, oui. Moi, je dis souvent qu'il faut regarder un peu, ça s'appelle le TCO, mais le coût total. Et le coût total d'une solution, elle inclut le temps que ça va te prendre à l'opérer et aussi le temps que ça va te faire gagner, en fait. Et donc, Complètement. souvent, le coût de l'outil, si tu regardes un peu la big picture, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment presque ridicule, quoi. Mais, C'est vrai. parce qu'en fait, le coût, quand on vend un abonnement, la plus grosse partie du coût, en fait, c'est la main-d'œuvre. Enfin, c'est la prestation humaine. Et il faut le mesurer. Ouais, ouais. Mais tu as raison, même, c'est un joli rappel à la manière de présenter peut-être les choses à nos clients aussi. Donc, je te rejoins. Je te rejoins exactement sur la rentabilité que ça amène à terme. Et le fait des fois de choisir des bons outils, bah, en tout cas, moi, je le vois aujourd'hui, hein, ce qui a pu peut-être nous faire défaut, même dans notre croissance, c'est le fait d'avoir intégré un outil, mais de ne pas avoir mis suffisamment d'énergie pour optimiser son intégration, ou en tout cas atteindre l'objectif de ça y est, maintenant, 98% du travail est fait. Et il y aura peut-être 2% qu'on continuera à améliorer, à faire évoluer. Et en fait, peut-être qu'il y a certains choix qu'on a fait où on a privilégié en fait le fait d'avoir un superbe outil, mais pas mettre le temps nécessaire, qui représente une des plus grosses parts du budget, je te le confirme. C'est clair, oui, oui. Oui, des fois, on peut des fois être un peu, un peu aveuglé par les outils qui ont le plus de features ou de fonctionnalités, ou qui ont la fonctionnalité. Tu te dis, ouais, ça, c'est incroyable. Mais en fait, après ça, les Américains sont des fois un peu plus pragmatiques. C'est genre, ok, mais est-ce qu'au final, ça va te rendre service, ou est-ce que ça va te faire gagner de l'argent? Je me souviens que j'avais été aux États-Unis visiter un MSP assez sharp, et puis il utilisait le même outil de sauvegarde que moi, et du coup, moi, je galérais un peu. Il y a tout le temps des problèmes et tout. Puis je fais, toi, ça va et tout, parce que moi, j'ai tout le temps des problèmes et tout ça. Puis il me dit, bah, si tu as des problèmes, change. Ah ouais. Très pragmatique. Ouais, ouais. Donc, il s'embarrasse pas à rentrer dans les problèmes, les trucs. Ouais, ça te fait perdre du temps. Puis, pof, On switch. on passe à autre chose, et puis on avance, quoi. Et puis, pour revenir un peu sur ta découverte, un peu de trouver un peu des outils qui font gagner du temps, ou qui te permettent de passer en mode récurrent. C'était moi quand j'ai fait une formation en commerce après, parce que moi je suis de formation technique. Et j'avais un de mes collègues de promo qui était un vieux de la vieille et tout. Puis il me dit, c'est pas mal ton truc, mais tu es toujours obligé de te déplacer chez les clients et tout. C'est pas scalable.
Et puis du coup, ça m'était quand même resté. Je me dis, ah, tiens. Et puis quand j'avais moi-même fait un peu ce switch, un peu comme tu as pu faire, hein, j'ai cherché les outils, comment travailler plus efficacement, et j'avais ce truc en tête. Et effectivement, j'ai découvert les RMM. Et puis là, tu te dis, ah mais oui, effectivement, tu vois la lumière, quoi. Puis, il y a une chose aussi, c'est que ce que je percevais pas, moi, à l'époque, quand les techniciens me disaient on peut autopatcher, etc., je voyais ça comme un service, une valeur qui allait peut-être pouvoir être valorisée commercialement. Mais quand on est à la tête d'une entreprise, tu parlais de scalabilité, c'est la capacité de se dire, si on fait bien le travail, on aura peut-être moins... Alors, et je suis pour l'équipe, et je pense qu'on est meilleur à plusieurs que seul. Mais l'avantage de ces outils-là, c'est qu'on a moins besoin d'hommes. Alors, ça demande un vrai travail, un vrai effort pour éviter le bruit, pour bien les paramétrer, pour tout. Et j'ai fait l'erreur au début de penser, d'ailleurs, qu'en intégrant un outil, on pourrait faire du plug and play, et que ça sera super simple et que ça sera hyper rentable. Ouais. Voilà, hyper rentable du coup, parce que l'outil fera tout seul. Non, il y a un vrai effort. Il y a un vrai travail de fond. Mais une fois que le travail de fond est fait, je m'en aperçois aujourd'hui, d'une part, il y a un vrai confort et ça renforce la marque employeur, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de parler en fait, d'un projet d'emploi à des profils techniques quand on a des outils qui sont simples à utiliser, qui sont déjà mis en place, onboardés, et qui leur permettent de gagner du temps à eux aussi. Mais en plus de ça, ça peut éviter énormément de choses. Parce on l'a vu là, par exemple, il y a eu un patch à faire sur 7zip la semaine dernière, et, où il y a 10 jours. Et en fait, avec le RMM, ça va trop vite. Ouais, c'est ça. Et quand on prend cet exemple-là des profils techniques qui sont habitués à faire de l'informatique que j'appelle pas... que je dénigre pas, mais qui est pour moi de l'informatique en mode traditionnel, en fait. On n'a pas le choix que de faire ou de la prise en main à distance, ou de profiter des fois où on va visiter le client. Mais, on fait le tour des postes. Mais pendant ce temps-là, en fait, la faille existe, quoi. Et des fois, ça peut être une faille de sécurité ou juste une instabilité qui crée vraiment un poids, une lenteur, une incapacité aux utilisateurs de pouvoir bien travailler. Et tout ça, en fait, grâce aux bons outils, on l'élimine. Donc, il y a à la fois une optimisation de la masse salariale, un gain de temps, un gain de service. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, je te rejoins pour le TCO, que j'emploie peut-être pas suffisamment dans mon vocabulaire, mais oui, il y est. C'est un anglicisme, le total cost of ownership. Je ne sais pas ce qu'on dit en français, il doit y avoir un terme. On regardera. Ouais, mais le coût de possession. Oui, le coût de possession. Ouais. Et c'est vrai que souvent, des fois, c'est vrai que les gens croient qu'avec l'outil est un peu magique et puis qu'il n'y a plus besoin de rien faire. Mais en fait, c'est plus le levier où effectivement l'outil te permet, avec moins de ressources humaines, de délivrer le même service ou un meilleur service. C'est ce qu'on avait appelé une espèce de levier qui est important pour la scalabilité. Ouais, et puis j'ai encore les mots de Johan qui m'expliquait à notre intégration, Gentien, c'est important qu'il y ait un champion de la solution, qu'il n'y en ait qu'un seul et que tu n'en aies pas plusieurs, parce que si plusieurs personnes mettent les mains dedans, ça... Et en fait, j'aurais dû... première erreur de Power IT, j'aurais dû fournir l'énergie moi-même d'être le premier champion. Et même si, quand on démarre une entreprise, il y a énormément de sujets à mettre en œuvre, à appliquer, j'aurais dû. Voilà. Je pense que ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps aujourd'hui. Et ensuite, quand j'ai repris la main sur certains sujets, parce qu'on s'était un peu dispersé, j'avais capitalisé sur une personne qui nous a quittés, etc., j'ai repris en main quand même pas mal de sujets, et je me suis aperçu que ça me paraissait insurmontable avec tout ce que j'avais à gérer à l'époque, mais qu'en fait, c'était totalement gérable, quoi. Donc, oui. Après, c'est vrai que c'est souvent des conseils qu'on donne, parce qu'on peut le voir chez plein de partenaires où tout le monde touche à tout, et puis au final, déjà c'est un petit peu le bazar, tu sais pas trop ce qui se passe, et puis tu capitalises pas du tout, quoi. Alors que c'est vrai que... Et puis souvent, c'est intéressant, je trouvais, d'identifier les techs qui ont une certaine appétence pour ça, parce qu'il y en a qui
qui kiffe d'aller créer ses scripts, ses automatismes, etc. Et du coup, il faut essayer de trouver un peu le bon profil qui va être capable de piloter tout ça. Et je reviens un peu à tes débuts. Au début, du coup, tu étais tout seul, tu vendais et puis tu sous-traitais la prestation, en fait. En fait, ouais, ça a été... on a démarré en février 2021, on a commencé à commercialiser en avril. Juin, ça a commencé à se dynamiser, et pendant tout ce temps-là, jusqu'au mois de janvier de l'année d'après, donc janvier 2022, j'ai été seul ou accompagné d'un partenaire, qui est encore un partenaire aujourd'hui, alors qu'on sollicite beaucoup moins, mais que je pense qu'on a aidé à grandir aussi, parce que de suite, moi je lui dis voilà les outils, voilà ce que je veux faire, Microsoft 365, Business Premium, on enrôle les postes dans Azure. Ah bon Donc on s'est mis en mode atelier pendant plusieurs sessions, journée, après-midi, on s'envoyait régulièrement des Teams, etc. Et puis, même lui, après, m'a dit putain, c'est génial parce que tu m'as fait découvrir plein de choses, plein d'outils. Et donc, au départ, en fait, ouais, j'étais seul avec cette aide finalement technique qui me permettait de ne pas être seul au support, de ne pas être seul avec du déploiement client un peu audacieux. S'il y avait, alors les premiers gros clients qu'on a eus, c'était 35, 40 utilisateurs. Ça doit déjà appeler, ouais. Ouais. Ben du coup, parce que j'avais quitté le technique quand même il y a des années, donc là j'ai replongé dedans. Et ça m'a énormément plu, parce que l'orchestration d'un projet, je trouvais ça génial, le fait d'anticiper tout ce à quoi on a été confronté sur les premiers, tiens, la prochaine fois, on fera différemment, etc. Et ouais, au début, j'étais seul, seul, mais avec une soupape. Et puis rapidement, quand j'ai vu qu'il gérait bien, j'ai délégué cette partie-là, et puis là, j'étais plus le chef de projet. Et inspecteur des travaux finis, tiens, ça n'a pas été fait, pas comme suffisamment, et puis je réglais les derniers détails. Puis ensuite, j'ai recruté notre premier collaborateur technique. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 10. On est 10, et là, je suis très heureux parce que on a mis les moyens pour s'offrir notre premier directeur technique. Donc, je vais pouvoir, en tout cas... J'en ai entendu parler. Voilà. Mais on ne citera pas de nom. Bon, après, il va nous intégrer au milieu du mois d'avril. Donc là, on est à milieu du mois de février. Donc il reste 2 mois. Et avec le profil qu'on va avoir, ça va beaucoup nous aider. Parce que je vais enfin pouvoir avoir quelqu'un sur qui me reposer. Et lui le sait aussi. Il va avoir aussi quelqu'un sur qui il peut se reposer. Et c'est vrai que moi, je suis passionné de ce que je fais. J'adore tout ce qu'on fait dans la boîte. Par contre, ça prend beaucoup de temps d'être partout. Et le fait d'avoir, comme tu l'emploies, un middle manager, en tout cas pour la taille qu'on est, c'était important pour moi. Je pense qu'on est à un moment où il le fallait. Et où, pour pouvoir continuer notre développement, il fallait une personne comme ça. Donc aujourd'hui, on est 10, pour répondre précisément à ta question, avec 4 personnes aux techniques, dont un alternant, donc 3 techniciens, un alternant. Donc là, on va avoir un vrai directeur technique. Alors, même si pour 4, le mot directeur, il peut être surestimé, pour le profil qu'on recrute, il le vaut bien, parce qu'aujourd'hui, il manage plus de 20 personnes aux techniques. Et ensuite, on a mon associé, une personne administrative et 2 personnes et demie au commerce. Voilà. Donc, on s'essaye à plein de choses, en fait, chez Power IT, et que ce soit dans la méthode de commercialisation, dans le marketing, et dans le technique aussi, on essaye plein de choses. Mais sur la partie technique pure, ils sont 3,5 et bientôt ils seront à 4,5, sans me compter du coup. Du coup, maintenant, tu vas avoir quelqu'un qui va gérer vraiment ce qu'on pourrait appeler un directeur des opérations. Et l'idée... Sur quoi tu veux te concentrer, toi ? Il y a plusieurs choses. L'idée, c'est que l'avantage de cette nouvelle entrée dans l'organisation, c'est que tout l'opérationnel, support, projet déploiement, va pouvoir être coaché et contrôlé, arbitré, sans forcément avoir une latence liée à l'agenda que j'ai, qui des fois est
pas forcément aligné avec celui du technique, parce que je ne suis pas tout le temps au bureau. Donc ça va me permettre de vraiment pouvoir me reposer sur quelqu'un de confiance là-dessus. Et moi aujourd'hui, ce qui me manque énormément, c'est de participer à l'avant-vente, de collaborer justement avec le commerce pour aller chercher des comptes clés. Je sais, un peu comme le format qu'on a l'occasion de faire aujourd'hui, et je vous remercie encore, et je te remercie encore de me faire participer à ça, que la notoriété de la boîte, elle passe aussi par la mise en avant de son dirigeant et sa communication. Et donc là-dessus, j'ai manqué énormément de temps et d'investissement pour faire ça. Donc j'ai besoin de me libérer du temps aussi pour parfaire notre présence sur des médias qui peuvent être justement ou des médias traditionnels ou des médias web. Donc je veux vraiment m'inclure sur ce format-là. Et en parallèle de ça, l'entreprise a besoin que je sois à côté des collaborateurs. Et donc du coup, il y a 2 personnes que je fais rentrer dans ma vie professionnelle. La première, c'est dans Power IT, sur la mission technique dont on a parlé, donc avec un vrai directeur technique qui va être vraiment très opérationnel sur cette partie-là. Et la deuxième personne que je fais rentrer dans ma vie professionnelle, c'est ma femme, dans ma holding. Donc c'est quelque chose que j'ai arbitré en fin d'année avec elle. Et ça a été le fruit de beaucoup d'échanges. Et au final, pour prendre conscience que c'était vraiment un des maillons qui me manquait. Et elle en avait cruellement envie depuis des années. Et je fermais cette porte-là parce que j'ai vraiment pas envie de tout mélanger. Et elle intègre en fait ma holding pour vraiment m'assister dans tout ce qui est sans valeur ajoutée pour moi d'un point de vue administratif pur, mais qui existe dans le quotidien d'un dirigeant, sur la gestion de la partie RH par exemple, faire les bulletins de salaire, regrouper parce qu'on a des commerciaux avec des plans de rémunération. Donc c'est pas un énorme travail, mais c'est un travail en plus. Il y a aussi du pilotage financier à réaliser, donc même si c'est un travail qui est important. Collecter les informations, c'est une chose, les arbitrer, c'en est une autre. Donc je pense que j'ai nettement plus d'intérêt à arbitrer plutôt qu'à collecter. Il y a des éléments aujourd'hui comme les virements, parce qu'on contrôle quand même énormément l'argent qui sort. Et donc c'est important que ce soit quelqu'un de confiance qui puisse les opérer. Donc même si aujourd'hui j'ai entière confiance en notre assistante administrative, je pense que c'est une mission qui pour éviter que ça la fasse trop stresser elle aussi, qu'il soit piloté par quelqu'un comme ma femme. Puis ma femme, c'est la personne sur qui je peux m'appuyer pour gérer notre vie de famille, parce que je suis hyper impliqué dans ma vie professionnelle. Et le fait qu'elle soit à côté de moi dans ma vie professionnelle, ça va nous permettre aussi de gagner un équilibre de plus. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, ça va me permettre en tout cas de faire entrer Jen et de faire entrer ce directeur technique, de pouvoir être à côté des collaborateurs. Et aujourd'hui, je le vois, j'ai eu l'occasion par le passé de vraiment mieux piloter les processus, améliorer les processus, guider les gens dans l'utilisation des processus aussi internes, faire en sorte d'être à côté des techniciens aussi, pour que le discours qui est apporté dans la résolution du support, dans la gestion d'un projet, dans la délivrance d'un projet, soit le bon, et que commercialement, en fait, on ne soit pas que sur Internet ou que en représentation au niveau du service commercial, mais qu'on ressente notre accompagnement aussi par le technique. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, si je veux atteindre le degré de qualité que je veux qu'on ait, il faut que je sois sur toutes ces missions-là. Et avec l'agenda que j'ai aujourd'hui, c'était plus possible, en tout cas vivable, parce que j'ai une amplitude horaire qui est dingue. Et donc, je pense que ça va m'apporter énormément. Voilà. J'entends un peu, c'est comme si tu faisais ce pas, si on dit, on faut arrêter de travailler dans sa boîte, mais sur sa boîte. Ouais. Oui. C'est un peu cette démarche-là, parce que j'ai l'impression que tu mets un peu des pièces clés qui vont permettre à la boîte d'opérer de manière plus autonome ou être moins dépendante à toi, mais que tu vas être là pour l'aider à continuer à s'améliorer et la porter vers le haut. Après, je me pose sans cesse la question de ce qui peut être changé pour être ou amélioré ou simplifié. Et c'est vraiment quelque chose qui des fois m'anime et des fois me hante, de trouver en fait face à un sujet qui est épineux, une issue qui soit la plus favorable pour les équipes ou pour moi.
Et le fait de faire ces choix-là, en effet, c'est de pouvoir être opérationnel de la bonne manière, plus que d'occuper le temps, parce que bah, on est comme tout le monde, enfin je pense être comme tout le monde, j'ai des tâches à gérer, mais de se dire voilà, quelles sont celles sur lesquelles j'apporte vraiment une valeur, et si j'en apporte pas, et que c'est juste en fait traiter pour traiter, est-ce que quelqu'un d'autre peut pas le faire, qui lui va peut-être plus s'éclater, parce que je sais que ma femme, c'est son travail d'être dans l'opérationnel administratif depuis des années, puis elle prend du plaisir à ça. Moi, aujourd'hui, c'est pas mon cas. Mon plaisir, c'est d'être avec les clients, d'être à côté des équipes. Et donc là, ouais, je te rejoins. Donc, je n'avais pas fait ce parallèle-là, mais je l'ai fait Oui, inconsciemment. oui, mais c'est bien, c'est un peu dans les trajectoires. Et puis, je pense que c'est important quand on veut passer des stades. Et puis aussi, quand on se projette, si derrière tu veux transmettre d'une manière ou d'une autre, ben, pour avoir une boîte qui fonctionne en autonomie, c'est un élément qui est important. Il y a un truc que je note quand même chez toi et qui n'est pas forcément ce qu'on va voir le plus souvent, mais c'est que vu que tu as ce background commercial, tu as quand même créé une structure avec une forte, je dirais, force commerciale par rapport à la taille. Ouais, alors c'est un sujet épineux aussi. Tu as dû discuter avec d'autres confrères, mais c'est Oui, plutôt, souvent c'est un peu drivé par la technique. Et il y a même des boîtes de 10 personnes, il n'y a pas de commercial. je constate qu'on a un contraste, en effet, par rapport aux acteurs, en tout cas, que j'ai eu l'occasion de croiser. Par contre, je m'aperçois que c'est quelque chose de quasiment systématique dans des boîtes qui font un certain volume de chiffre d'affaires. Et donc, tu parlais justement à un moment donné de rendre l'entreprise autonome. Ça passe forcément par là. C'est-à-dire que... Il faut rentrer régulièrement des clients. Enfin, oui, et puis à un moment donné, il faut que l'entrée des clients ne soit pas que sujet au travail de Jean-Sien ou d'Antoine, mon associé. Et donc, l'idée d'avoir un service commercial, c'est d'apporter à l'entreprise une autonomie. Après, quand je disais c'est un sujet épineux, c'est que aujourd'hui, le service commercial ne produit pas suffisamment pour arriver à un point de rentabilité qu'on aimerait avoir. Donc, je considère aujourd'hui que c'est un investissement parce qu'on a mis énormément d'énergie, de temps, d'argent aussi. Et on n'a pas et ils le savent, hein, on est assez franc avec eux pour leur dire. Donc on a mis en place des indicateurs de performance pour qu'ils arrivent à se situer et progresser aussi dans cette approche, en tout cas de seuil de rentabilité les concernant et pour la structure. Mais on n'y est pas encore. Donc c'est vrai que c'est pas une frustration, mais en tout cas, voilà, c'est un effort constant sur lequel on s'investit beaucoup avec Antoine. Parce que même si c'est sa principale mission, ça reste notre entreprise et donc j'y contribue aussi. Mais même si on a une grosse force commerciale, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'animation pour encore pas suffisamment de résultats. Oui. Après, on n'est pas rentré dedans, mais c'est vrai que tu as des offres que je veux dire un peu plus haut de gamme. Enfin, tu es un peu sur un positionnement un peu plus à valeur dans tes offres de services. Alors, c'est un sujet compliqué pour te répondre, mais c'est une question extrêmement intéressante. En fait, je croise des confrères qui me disent « Ouais, mais t'arrives à vendre à ce prix-là ?» Alors au début, je pensais qu'ils me disaient ça, et en gros que j'étais pas suffisamment cher. Et puis en fait, au fil de la conversation, je m'aperçois que non, on est peut-être admiré à ce moment-là parce qu'on défend un prix qui est haut de gamme. Maintenant, quand on met bout à bout l'intégralité de nos services, on n'est pas hyper cher, je trouve, quand on cumule vraiment tous les produits qu'on a associés dans notre offre, notamment My Serenity. Par contre, sur un poste informatique, aujourd'hui, on apporte une prestation, une garantie. Et donc, un professionnel, l'idée, c'était d'avoir un positionnement prix sur Internet qui soit à valeur, mais à la fois pas trop cher, parce que on a fait le choix de la transparence tarifaire, mais on n'est pas Ferrari dans l'informatique, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ferrari apporte un degré de luxe et où on peut se dire, bon, allez, une voiture à 400 000 euros, ça les vaut quand on achète une Ferrari. J'ai pas ces moyens-là aujourd'hui, mais je me doute que les gens qui en achètent ont ce mode de consommation. Et les clients auxquels on s'adresse, eux, c'est un besoin en fait purement professionnel. Donc, c'est pas un luxe ou un plaisir, c'est un besoin qui doit être utile.
Et on a essayé d'avoir ce positionnement tarifaire-là. Je pense qu'on le remaniera pour accroître le volume, pour essayer d'être peut-être un tout petit peu plus agressif demain. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit hyper haut de gamme en termes de positionnement tarifaire, en tout cas pas par rapport au travail qu'on a l'ambition d'apporter. Oui. Bah, le point, c'était aussi de dire commercialement, quand tu vends quelque chose d'un peu plus haut de gamme, ou en tout cas un peu plus à valeur, bah, la démarche commerciale est quand même un peu plus complexe, ou en tout cas elle nécessite un peu plus d'expertise des équipes, quoi. Oui, oui aussi, oui. Bah, c'est sûr que je pense que par contre là-dessus, on est assez bon parce que je peux avoir n'importe quel interlocuteur et même à l'administratif qui va avoir un client au téléphone pour le renseigner sur n'importe lequel de nos solutions. Souvent, nos partenaires ou nos clients nous le disent. Waouh, peu importe l'interlocuteur qu'on a, il sait répondre. Et ça, on peut en être fier. Ouais. Maintenant, moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue aussi, peut-être sur ce positionnement qu'on a, de quelle manière c'est vu aussi de l'extérieur, parce que il y a une certaine forme de nombrilisme en fait, hein, quand on crée sa boîte où on se pose des questions, on se positionne, mais on écoute nos clients, mais c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Alors c'est vrai que nous, on prône plutôt un positionnement à forte valeur ajoutée. Tu es vraiment là pour apporter, répondre aux problèmes des clients, et que l'informatique devienne vraiment quelque chose qui les sert et qui ne soit pas un mal nécessaire. Tu vois. Donc après, il y a un peu un switch à réussir à faire. Tu peux le faire. Par contre, c'est vrai que la démarche de vente, elle demande quand même de plus aller creuser sur une relation business, c'est quoi votre métier, et voir comment l'informatique vient du coup répondre à ça. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup fait un peu cette posture un peu d'avant-vente où je viens un peu en complément. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu te vois aussi, mais je viens un peu pour amener une espèce de posture de confiance. Et tu vois, par exemple, si tu es en face d'avocat ou autre, c'est réussir à trouver chez les gens qu'est-ce qui va faire en sorte que, ah oui, l'informatique c'est important et mon temps est important. Voilà. Après, c'est facile sur les avocats, par exemple, qui facturent au temps passé. Donc tu leur dis, bah ouais, mais quand un avocat m'appelle pour un problème, nous, on est payé pour leur répondre. Mais l'avocat, lui, il gagne pas d'argent, tu vois. Donc en fait, il y a un moment, les gens peuvent réussir à switcher et se dire, ok, en fait, même 100 balles par mois pour un collaborateur, quand tu ramènes ça à son salaire, tous les coûts que tu as autour pour lui, dans l'absolu, c'est pas cher, quoi. Mmh. Il y en a D'ailleurs, juste un leasing de voiture, ils mettent 500 balles. notre avocat nous a proposé de nous accompagner avec un forfait mensuel. Ouais. Donc, tout le monde s'y met, hein, mais après, pour ce qui m'intéresserait d'abord comme point de vue de ta part, c'est justement la manière dont on a architecturé peut-être notre portfolio de solutions. Comment toi, tu le distingues en termes de positionnement, vu que tu as un peu de recul. Pour toi, tu disais tout à l'heure, tu trouves ça haut de gamme, en tout cas dans la... Après, moi, je trouve ça bien. Après, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs offres qui vont s'adapter à des fois plusieurs profils de clients. Il y en a qui vont peut-être avoir vraiment des impératifs, peut-être de conformité, ou tu vois, un avocat, par exemple, il va s'attendre à avoir un truc. Ouais, faut pas que ça tousse, quoi. Après, il y a peut-être d'autres métiers où ils ont peut-être des besoins un peu moins forts en termes de. Tu pourrais le mettre sur le curseur de la disponibilité ou de la sécurité, mais en fait, les gens peuvent se positionner comme ça. Et en fonction de ça, bah, tu peux proposer des offres qui sont peut-être un peu moins cossues, mais il y a moins de choses dedans aussi, toi. Donc après, il faut juste que l'offre corresponde aux besoins. Mais les clients qui ont des besoins plus forts, il faut être capable d'avoir une offre qui soit plus chère et plus en adéquation, quoi. Mais après, tout le monde n'a pas besoin de la sécurité plus, tu vois. Après, mais il Oui, y a quand même des fondamentaux que tu peux proposer de base, quoi. Mais je pense que c'est important, c'est ce que tu disais, je me rappelle au tout début, il faut que tu croives en ce que tu fais. Donc même ton truc, quelque part, ton plan le moins cher, il faut que tu croives que ça rende service au client et que tu fais du bon boulot. Ouais. Donc après, il y a aussi, c'est un peu se mettre ses propres standards de qualité dedans. Et après, quand tu y crois, tu le défends. Et puis, complètement. ça fonctionne. Ouais. Mais nous, on le faisait déjà il y a 15 ans, on vendait
70, 80 euros. Hein, donc, tout se fait, quoi. Je pense qu'il y a une sélection quand même naturelle de clients qui se fait. Moi, aujourd'hui, je vois par exemple que les clients mono-utilisateurs, en fait, ils sont en effet par rapport au niveau qu'on a dans notre offre MySerenity pas prêts. Et c'est peut-être trop pour des clients comme ça qui n'écoutent pas, là où on le voit aujourd'hui sur des structures qui comptent 25, 30, 100, 200 utilisateurs. Il y a une réponse en fait à une épine qu'ils ont et ça leur apporte vraiment, ils sont réceptifs, on crée de l'échange avec eux. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être mon côté perfectionniste, mais pour moi, le MySerenity, c'est ce qu'il faudra à tout le monde. Et c'est là où j'ai du mal quand je t'entends et je sais qu'il y a une vraie décorrélation entre l'opportunité peut-être qu'on aurait à segmenter l'offre et à pouvoir saisir d'autres parts de marché. Et au grand désarroi de mon associé, c'est vrai que je nous ai fermé la porte en fait à beaucoup de clients potentiels à cause de ça. En fait, quand on regarde la taille des clients, en fait, il y a une taille de clients en dessous de laquelle, quelque part, les besoins sont trop simples. Et du coup, ils vont peut-être avoir du mal à mettre beaucoup d'argent. Après, tu peux très bien imaginer des offres. Nous, on faisait des offres solo ou duo, mais solo, c'était 200 balles, quoi. Oui, ben, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Hein. Et après, quand tu montes en taille, après, c'est pareil. Effectivement, je pense que le 10-100, c'est là où vraiment les gens vont capter de la valeur parce qu'ils ont un peu une complexité. La moindre indisponibilité coûte de l'argent. Et puis après, tu vas te rendre compte aussi qu'après, au-dessus, souvent, ça devient des fois trop complexe, besoin de trop custom. Et là, on va sortir un peu du truc industriel du MSP. Et pareil, donc en fait, il y a ce juste milieu où c'est vraiment là où on apporte le plus de valeur et où les gens sont prêts à mettre le prix. Tu travailles avec des boîtes qui ont des fois des informaticiens ou c'est des gens... Non, on a... en fait, ça a été je pense, je ne sais pas si je peux appeler ça le syndrome de l'imposteur, mais l'un de nos premiers clients importants, donc ça faisait quoi, 1 an et demi qu'on existait, et on m'envoie le contact d'une entreprise qui fait beaucoup de développement sur un domaine d'activité qui est très spécifique. Ils prennent de la macrophotographie dans l'agriculture. Ils réunissent ces données-là et ils en font de l'analyse pour restituer de la data auprès de leurs clients finaux sur le développement agricole en fait, des cultures. Et donc, ils ont des clients dans le milieu du luxe, le champagne, etc. Parce que une production champenoise, s'ils peuvent dire sous forme de data si la production va avoir du retard, ils peuvent staffer derrière si la production est en avance, si elle est de qualité ou pas. Et donc, en fait, le dirigeant de cette entreprise est quand même très brillant. Et ils étaient, à l'époque, 30 développeurs. Donc, avec une capacité technique interne certaine. Puis moi, j'arrive là, je leur présente notre background d'outils. C'est ça, c'est la première chose. Donc, je me dis, à ce moment-là, ils n'ont pas vu qu'en fait, ils avaient la compétence. Bon, je vais leur proposer. Puis, ils me valident l'accompagnement pour mettre en place du matériel actif, un firewall, intégrer les postes dans Azure, manager, mettre en place un EDR, etc. Et puis je m'aperçois qu'en fait, non, il y avait une vraie dette technique après coup, et que même s'ils avaient la compétence, ils n'avaient pas le temps. Leur cheval de bataille, leur métier, c'était pas ça. Et le référent IT en interne, à chaque fois qu'on a des échanges, en fait, je lui apporte une veille qu'il n'a pas, parce qu'il est opérationnel sur d'autres sujets. Sur plein de sujets, ouais. Et donc, on a commencé avec un premier client de cette manière-là. Mais au final, en faisant un accompagnement global, mais c'est juste que j'ai un point d'entrée qui n'est pas le dirigeant, qui est quelqu'un de très compétent en informatique, mais qui n'est pas le dirigeant. Et puis, on a semé, on a eu d'autres clients en fait, de ce type-là. Et là, on commence à s'attaquer à d'autres boîtes en fait, qui, pareil, ont une prise de conscience que... En tout cas, les dirigeants ont une prise de conscience, et même l'équipe interne a une prise de conscience où la part de responsabilité qui leur incombe en tant que salarié, elle est ultra... ils ont les clés du royaume, quoi. C'est clair. Et ils ont limite, en fait, même une implication qui pourrait être pénale en termes de dégâts ou de risques. Et pour l'employeur qui est bienveillant, il voit qu'à un moment donné, il ne peut pas confier toutes les clés à
Je me rappelle plus le nom du personnage dans la pub d'IT Glue, mon associé Antoine. Oui, c'est le super-héros là. Ouais. Voilà. Mais en fait, ben oui, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo d'IT Glue, je leur invite à la regarder. Mais en fait, c'est, je sais plus, c'est Brian. Voilà, mais en gros, il est mort. Mais comment ça se passe? Et comment on fait? Et donc, du coup, c'est un peu ce qui se passe dans l'accompagnement qu'on a appelé, nous, co-manager. C'est qu'en gros, on va apporter une veille techno et une indépendance à l'homme clé pour l'employeur. Donc, une veille technologique pour l'équipe ou le collaborateur référent technique. Et donc, lui pourra tout à fait continuer à gérer le support niveau 1. Et puis, nous, on va s'occuper en fait de tout le reste. Mettre en place en fait le monitoring, les outils qui vont bien, faire en sorte que la surface d'attaque cyber elle soit préservée et apporter surtout aux dirigeants cette capacité de lui dire bon, maintenant qu'on a le parc en main, votre collaborateur technique, il a le droit d'être malade, il a le droit d'être en congé, il a le droit peut-être même de vous planter et d'aller élever des poules dans le Périgord, hein, s'il veut. Vous aurez peut-être une pression de retrouver quelqu'un pour le support niveau 1 ou de faire appel à nous cette fois-ci, mais vous n'êtes plus seul. Et on a compris cette valeur-là. Je pense qu'il y a une vraie histoire à raconter. Il n'y a pas très longtemps. Tu le dis bien. Ouais, il n'y a pas très longtemps. Et on le faisait en fait inconsciemment. Mais on était tellement... vu qu'on est une boîte jeune, on s'essaye et on s'exerce et on progresse et puis on capitalise, on fait des erreurs, on remanie. Et en fait, notre discours, il était vraiment très formaté. On fait tout et c'est tout ou rien. Puis après, on s'est dit non, on peut tout faire, mais tout faire avec. Oui. Pas que sans une personne en interne, mais avec une personne en interne. Et puis là, ça a été aussi une très belle rencontre, un chef d'entreprise qu'on a accompagné sur une migration de Nextcloud vers SharePoint. Son staff interne du groupe en fait disait que c'était impossible. Et le patron d'une filiale en fait nous sollicite pour ça en urgence parce que Nextcloud s'arrête genre fin septembre et au mois d'août, il me dit voilà, je rentre de congé là, dans la merde. Tu m'avais dit que c'était possible. Soit je renquille pour un an en abonnement, soit est-ce que tu peux le gérer? Donc je lui ai dit oui, je t'avais dit que c'était possible. Il y a toujours ou un outil qui va nous aider, ou sinon on synchronisera localement et puis on uploadera. Mais oui, t'inquiète pas. Et on fait ça en l'espace de 10 jours. Et là, le DG du groupe nous appelle et me dit Jean-Sien, il faut que je vous voie, on ne se connaît pas. Vous avez fait quelque chose que mon service technique disait qu'il était impossible de faire et vous l'avez fait en 10 jours. Vous avez certainement en fait un regard à nous apporter différent. Et l'affaire est en suspens. Elle est en cours de négo. J'attends le retour. Mais en fait, ils ont 30 agences en France. Ils sont 300 utilisateurs. Et ils aimeraient qu'on les accompagne sur la migration vers le cloud et également sur du co-management. Et donc, je touche du bois. Je suis sur une table en bois, là. Mais voilà, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse cette affaire parce que, pour le coup, elle marquerait une vraie transition dans notre capacité à accompagner des structures de cette taille-là. À l'époque, je nous pensais pas capables. Et puis, en fait, en co-manager, ça nous ouvre cette porte parce que le staff interne restait en place dans cette entreprise. Nous, on arrive, en fait, comme un support supplémentaire. Donc, ça va pas forcément en fait, créer un surcroît de travail énorme pour nous. Il y aura du travail en plus, parce que forcément, on va travailler pour eux. Mais ça nous ouvre en fait, un champ de possibilités de prospects qu'on n'aurait pas osé aller voir. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une grosse chose à faire sur le co-manager. Mais effectivement, il faut bien l'adresser, trouver les bonnes douleurs, etc. Mais il y en a plein. Et puis tu viens, on parlait de RH tout à l'heure, mais tu viens adresser des sujets RH en fait avec un patron. Tiens, cette personne, elle a effectivement les clés du royaume, elle peut partir, etc. C'est ça. Et je sais que nous on travaillait aussi sur les aspects financiers, parce que c'est pareil, tu peux facilement justifier des coûts, des économies qu'il va pouvoir faire, une meilleure qualité de service, etc. Et ça fonctionne bien. Et là je dois être franc. Il le voit pas comme ça, le DG. il me l'a dit, il m'a dit bon, ça nous coûte quand même, ça va nous coûter quand même 10 000 balles de plus par mois. Alors, réellement, en fait, comme j'ai essayé de lui expliquer, ça c'est frontal, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il va abandonner demain. L'infrastructure locale qu'il avait, donc dans notre mensualité, il y a
n'y a pas que de l'homme ou des licences. Il y a toute une philosophie technique qui évite de l'amortissement de matériel. Mais en effet, l'aspect RH, il le voit, lui, dans la séparation à l'homme-clé. Et après, il y a d'autres choses aussi, mais comme lui me dit, moi, je paye déjà les mecs, là. Donc, vu que je vais déjà les payer, il est encore heureux qu'ils bossent. Et entendre que ça va améliorer leur quotidien, qu'ils vont être peut-être plus précis sur des demandes qui sont internes, parce que ils seront moins pollués par du support, etc. Il y a certains profils qui l'entendent, qui sont très pragmatiques, lucides, analystes. Puis il y en a d'autres qui un sou, c'est un sou. Oui, mais bon, là pour le coup, même s'il est très agréable en termes de relations, il ne perçoit pas la valeur en fait que tu décris. Ouais. Après, souvent, je trouve que c'est intéressant de repositionner les gens en interne sur le métier. Tu vois. Et du coup, ces gens-là qui vont être plus efficaces pour aider toute la partie métier et pas faire de la bobologie. Mais effectivement, il y en a pour qui un sou est un sou. Mais on revient sur toutes ces notions de TCO, de temps, etc. Complètement. Mais maintenant que tu en parles, je pense qu'il va falloir que je m'accorde du temps et de l'énergie pour peut-être marketer ça aussi, le TCO, et visuellement, en tout cas, pour que notre site internet reflète aussi cette partie-là. Ouais. Et tu peux le voir d'ailleurs sur certains sites, maintenant, tu as des points d'entrée sur j'ai personne chez moi, j'ai un informaticien. Alors, c'est rigolo parce que c'est en cours. C'est 2 discours différents, oui, en fait. Ouais. Oui, mais c'est en cours parce qu'aujourd'hui, on a vraiment fait un focus sur MySerenity, notre offre produit à 360, mais on a également ces clients donc, ou ces prospects, ce persona qui ne s'identifie pas à 100% et pourtant qu'on rencontre et qui est sur le site ne comprennent pas. Et donc là, on est en train de restructurer justement ça. Donc c'est un travail qui remet en cause un peu le travail passé. Donc ça te met de suite une vélocité, je ne t'apprends rien. En marketing, en effort de développement, c'est de l'argent. Donc on est dessus et j'espère en tout cas qu'une horizon de mai-juin, on aura atterri pour que nos futurs prospects en tout cas puissent mieux s'identifier et se canalisent en tout cas dans moi je suis dans ce cadre-là et je ne suis pas dans l'autre. Oui, et le discours est complètement différent. Tout à fait. C'est pas du tout les mêmes choses qui vont leur en parler. Mais en même temps, tu sais, ces boîtes un peu plus grosses, elles vont pas non plus faire confiance à quelqu'un qui démarre, ou quand tu étais 2, 3 ou 4, tu n'aurais probablement pas pu aller sur des boîtes de 300 personnes. Tu vois. Donc après, il y a aussi un temps pour tout. Et en tant que jeune homme pressé, je commence à le comprendre. Je te rejoins, Thomas. C'est que, en fait, je m'aperçois aussi que finalement, le temps qu'a pris notre développement sur certains sujets, finalement, c'était pas un méfait, parce que ça nous permet d'atteindre de l'ancienneté, de la maturité, qui du coup, pour certains profils clients, est plus crédible à entendre, parce qu'on existe depuis un peu plus longtemps, et pour les convaincre. Mais quand tu es jeune et que tu crées une entreprise, la réalité, c'est qu'il faut que l'entreprise soit rentable, qu'elle se développe, qu'elle ait moyen de se développer. Et donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut sur tout. Mais je suis d'accord avec toi, il y a eu, là dernièrement, par exemple, un lycée d'Avignon qu'on aurait aimé accompagner, qui était conquis par tout ce qu'on faisait. Et puis le conseil d'administration, en fait, s'est dit, attends, ils n'ont que 4 ans. Ils sont un peu jeunes. Voilà, on va attendre une période de plus, et à la prochaine renégo, on reverra s'ils existent toujours. on verra s'ils sont toujours là. Position, ouais. Et ils nous l'ont dit clairement. Hein, mais ça joue. Il y a des typologies de clients. Dès que tu veux être effectivement sur ces boîtes au-delà de 20, 25, 30, jusqu'à 100, ils ne vont pas forcément donner la confiance. Alors, ce qui est moins le cas d'entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, notre plus gros client, par exemple, c'est devenu un ami, ça va devenir un investisseur d'ailleurs de la société. Et en fait, lui, il faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on s'est rencontrés, avec, 45 collaborateurs, plusieurs structures en France. Et il m'a fait confiance tout de suite, malgré la jeunesse. Et je pense que c'est le côté entrepreneur, en fait, jeune entrepreneur qui voulait ça.
Et j'en ai parlé là dernièrement avec lui, parce qu'on clôture notre bilan de l'année dernière. On essaye de voir en fait si ça vaut le coup de dépenser de l'énergie pour optimiser le bilan au max, ou peut-être, vu qu'on a consommé un peu de trésorerie, peut-être déclarer notre première perte. Voilà, quel est l'impact stratégique là-dessus? Et je lui disais, ouais, mais bon, si on déclare notre première perte, peut-être qu'il y a un gros client qui va regarder ça et que ça va nous. Puis il me dit, bah, moi, je n'ai pas regardé. Et je disais, oui, mais toi, tu n'es pas l'intégralité des clients qu'on adresse. Et moi qui aime bien avoir des indicateurs verts partout, là, ça peut-être moins l'être. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clients quand même qui aujourd'hui s'attentionnent à la santé du partenaire, à son historique, à son passé, à sa notoriété. Et les clients qu'il a déjà. Hein? Les clients qu'il a déjà aussi. Ouais. Et puis on le voit aujourd'hui, cet effet-là, on l'a pour faire un parallèle avec notre métier, avec l'apparition du Nice 2 là, prochainement, qui, par effet rebond, si tu es dans le Nice 2, tes prestataires doivent l'être aussi. Donc il y a tout un effet qui va structurer le marché, je pense, dans les mois là, et les années qui arrivent. Et c'est logique que les clients regardent ça, en fait. Donc, moi, j'essaye en tout cas de me battre le plus possible pour qu'on ait ces bons indicateurs, mais le temps, à un moment donné, on me le dit souvent, Jean-Sien, t'es pressé, laisse le temps, sois patient. Et j'ai écouté un podcast de Éric Larchevêque il y a 10 jours, justement, que je trouvais, qui m'a ouvert les yeux, où il disait que non, à un moment donné, l'entrepreneuriat, c'était beaucoup de patience. Et qu'on voyait des résultats... parfois, même s'il y a une quête de la rentabilité, même s'il y a... Des fois, il faut laisser le temps d'avoir des résultats à moyen long terme et de ne pas être trop pressé ou de ne pas pivoter trop vite ou switcher trop vite parce que finalement, on pouvait passer à côté de certains résultats qu'on aurait pu atteindre bien meilleurs à terme. Oui, je pense que c'est important d'avoir une vision, une direction et de persévérer dans ce vers quoi on croit. Le long terme, oui. Ouais. Et pas effectivement baisser les bras trop vite. Tout à fait. Ça peut des fois être un peu... Mais c'est dur. Délétère. Mais c'est dur. Mais c'est dur. C'est vrai que des fois, tu es là. On va gentiment s'approcher de la fin. Si tu devais te donner des conseils 5 ans en arrière. C'est une super question. Si je devais me parler à 5 ans en arrière, déjà, je arrête de réfléchir, lance-toi tout de suite. parce que l'entreprise, il y a 5 ans, n'était pas créée. Donc, on était en plein Covid à l'époque. Donc, j'aurais peut-être abandonné mon poste en fait, à ce moment-là, plutôt que d'attendre la fin de l'année. Crois en toi, parce que à cette époque-là, il y avait peut-être à un moment donné un capital confiance que j'ai aujourd'hui, que je n'avais pas à l'époque. Et puis, faire des erreurs, c'est pas grave en fait. Tu as le droit. Je me serais certainement dit ça, parce qu'en tant que perfectionniste, j'ai tendance à être vraiment assez intolérant avec moi. Et j'apprends en fait qu'aujourd'hui, les erreurs nous construisent. Et j'ai fait énormément d'erreurs depuis que j'ai créé l'entreprise. Et en fait, elles m'ont permis d'être ce que je suis et d'avoir une direction stratégique comme celle qu'on a aujourd'hui. Et je revois encore le nombre de fois où je me noue le cerveau et où des personnes bienveillantes à côté de moi me font réaliser que non, je n'ai pas besoin, c'est normal, que tout prend du temps, que j'ai eu le droit de me tromper, qu'au contraire, se tromper, ça fait partie du processus. Il faut essayer. Donc, merci de me poser cette question parce que je me refais le film. Mais peut-être le plus important, me laisser un droit à l'erreur. Ouais. Soit je gagne, soit j'apprends. Exactement, oui. Très bien. En tout cas, Jean-Sien, je te remercie pour cet entretien. C'est moi. Merci beaucoup, Thomas. Très sympathique. Merci d'avoir partagé un peu ton histoire. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.